Bonjour à tous, en direct du 5e championnat du monde des clubs feeder, au bord du canal Bianco. Alors comme hier, on vous donne rendez-vous pour la fin de cette seconde manche sur le secteur A, un secteur qui est un petit peu à l'écart des autres secteurs, à une dizaine de kilomètres en amont en fait des secteurs B, C, D, E qu'on a suivis depuis ce matin. Comme vous pouvez le voir, la météo est très calme, il n'y a plus du tout de vent, hein, contrairement à hier. Si vous avez suivi la pesée qu'on a fait ici même hier, on a l'impression que c'est carrément un autre endroit, hein, parce que hier c'était une tempête terrible, il y avait des nuages noirs partout. Pour la pesée, il fallait se cacher derrière les voitures. Là aujourd'hui, ça devrait se passer de manière plus calme, on va dire. Alors en revanche, au niveau de la pêche, ce temps calme, l'absence de courant létal, ce qu'on a pu voir avec Alban Bonato tout à l'heure à la mi-temps, ça rend la pêche un petit peu plus difficile. On a fait un petit peu le tour là de ce secteur A. La pêche est presque encore plus difficile qu'hier sur cette deuxième partie de manche en tout cas. Donc la taille des brèmes est très très importante. Il y a beaucoup de plaquettes en fait qui font entre 40 et 60 grammes. Et puis ensuite, vous pouvez, le poids bondit jusqu'à 300-400 grammes. Donc évidemment, ça fait une énorme différence. C'est très difficile de s'en tenir uniquement au nombre qui est indiqué derrière chaque pêcheur, hein. Je rappelle qu'au championnat du monde, il y a des commissaires qui notent chaque heure après heure le nombre de poissons derrière chaque pêcheur. Mais si vous vous tenez uniquement au nombre, vous avez beaucoup de difficultés à connaître le classement provisoire de votre pêcheur. Alors dans ce secteur A, on a donc les deux pêcheurs français qui vont être dans le même sous-secteur, c'est pour ça qu'on est venu ici, ce qui nous permettra de suivre à nouveau la pesée dans ce sous-secteur A du numéro 23 où se trouve justement le pêcheur de Rodez, Jérôme Dauchez. Donc on commencera directement par le A23, puis on remontera jusqu'au A43 en passant par le A35 où se trouve Manu Gouilleux qu'on ira voir tout à l'heure pour la fin de la manche. Alors j'ai parlé un petit peu avec les capitaines. A priori, il n'y a pas de catastrophe pour les pêcheurs français, mais il n'y a pas non plus de résultats exceptionnels. Ça a l'air d'être un petit peu la même chose un peu partout. Peut-être Olivier Zelensky et puis Michael Letscher, tous les deux sont quand même pas trop mal classés, mais en tout cas ils sont pas dans les premiers de leur secteur. Donc a priori aux dernières infos, il n'y a pas de pêcheurs français qui réalisent une performance exceptionnelle. Donc on va dire qu'au niveau du classement général, il ne faut pas s'attendre à une remontée terrible des équipes de France. Elles devraient se situer à nouveau en milieu de tableau. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du haut du tableau, justement? Au niveau du haut du tableau, on a évidemment les Hollandais de JWP Service qui ont l'air de marcher un peu partout. Donc ils étaient déjà en tête. S'ils confirment aujourd'hui, ils ne devraient pas être loin de la médaille d'or. Ils étaient avec seulement 4 points d'avance sur les Italiens du team Tubertini A. En revanche, là par contre, les Italiens, ça paraît beaucoup plus difficile pour eux. En particulier tout à l'heure dans le secteur qu'on est allé voir avec Olivier Jensky et Michael Letscher, où l'Italien était juste à côté de Mika et qui avait beaucoup de difficultés, hein. Quand on est passé à la mi-temps, il était autour de la 20e place sur 23 de son secteur. Donc ça devient un peu difficile peut-être pour les Italiens pour sauver leur médaille. En revanche, on a des infos plutôt positives sur les deux autres équipes hollandaises. Donc ça veut dire qu'on aurait JWP Service, je lis à chaque fois parce que j'ai du mal avec ce nom, JWP Service, mais Preston Innovation Netherlands et Dutch Feeder Squad ont l'air de marcher aussi. Donc je ne sais pas si on s'achemine vers ça, c'est bien trop tôt pour le dire, mais je ne serais pas surpris si on avait un podium uniquement hollandais. Parce que si les Italiens de Tubertini A rétrogradent, ben, qui c'est qui va monter prendre les deuxième et troisième places? Ça risque d'être les Hollandais. Alors il va falloir suivre les Autrichiens aussi, on en parle très peu, mais ils sont troisième jusqu'à maintenant, hein, après, à l'issue de la première manche. On n'a pas trop vu ce qu'ils ont fait dans les autres secteurs. Ici, on le saura puisque le pêcheur autrichien est au A39
c'est-à-dire pas très loin de l'aile de ce secteur A où on va suivre la pesée, donc on connaîtra son classement immédiatement. Sinon, il y a les Hongrois donc, qui sont en fait l'équipe de Tamás Walter qui sont 6e au classement provisoire, qui étaient un peu décrochés quand même. Et en plus, il semblerait que dans le secteur E, Peter Bako, le jeune Peter Bako, qui est une des futures stars, je dirais, des équipes nationales hongroises, parce qu'il a déjà gagné plusieurs championnats du monde dans les catégories jeunes en pêche au cou, mais il a aussi gagné des championnats du monde feeder avec l'équipe de Tamás, plus les nouveaux championnats du monde méthode feeder que la Fédération internationale nous a pondus l'année dernière, qui se sont déroulés pour la première fois donc en Hongrie, où les Hongrois ont gagné par équipe, et c'est le jeune Peter Bako qui a gagné en individuel. Donc autant dire que c'est un sacré pêcheur, mais il était à la peine dans ce secteur E. Alors il faut se méfier avec lui parce que c'est un excellent pêcheur de cartes, donc on n'a pas de news depuis 1 heure et demie, si ça se trouve il a fait 2 cartes dans la dernière heure, et puis voilà. Mais en tout cas, aux dernières infos, on entend beaucoup parler des Hollandais, pour tout vous dire. Donc, méfiance. Et en tout cas, le JWP Service est bien parti pour conserver son titre. S'il y arrive, ce sera la première fois, évidemment, en 5 participations, qu'une équipe remporte 2 fois de suite, même 2 fois tout court, le championnat du monde des clubs. Alors, on va terminer tranquillement cette seconde manche en suivant Manu Gouilleux. Et puis, je vais essayer de me faufiler, de descendre sans me casser la figure. Hein. Alors, on va aller le voir. Je vais prendre la caméra et puis je vais essayer de descendre, voir Manu au plus près. Et puis en espérant qu'il nous chope un beau poisson sur la fin de cette manche. Ce serait la cerise sur le gâteau pour terminer en beauté ce championnat. Alors, je vais essayer de descendre. Je vous dis, c'est un peu casse-gueule, mais moi je vais me mettre sur les fesses, hein, je ne vais pas prendre de risque. Voilà. Alors, on y arrive. Alors ici, en fait, sur ce secteur, les pêcheurs ont commencé un peu comme partout en pêchant. Et, merci Laurent de prendre soin de moi, mais je fais très attention, c'est pas grave si le pantalon est plein d'herbe. Au moins, je suis au plus près de l'action pour suivre la fin de la manche de Manu. Donc ici, ils ont beaucoup pêché en fait comme partout en bordure au départ. Et puis au fur et à mesure, on commence à alterner les pêches. Là, Manu est plutôt sur une pêche, je dirais pas de l'autre côté, hein. Il pêche aux 3/4 en fait du canal, à environ 40-45 mètres, je dirais. Donc aujourd'hui, une pêche relativement confortable avec l'absence de vent, hein. C'est pas comme hier. Bon, je vois que vous êtes beaucoup à suivre Manu et à l'encourager. Alors on le voit pas trop parce qu'il est emmitouflé. C'est vrai que ce matin, en plus, il faisait des températures quasi hivernales, hein. On est à 50 km de Pise, mais ce matin, c'était quasiment le gel. Il faisait 2-3 degrés avec un bon petit vent. Je peux vous dire qu'il faisait très froid. Maintenant, évidemment, le soleil brille, il n'y a pas de vent, donc c'est un peu plus ce qu'on peut attendre de l'Italie. Alors, on va regarder. Pas terrible, les bleus, Isabelle, si, disons c'est ce que je dis toujours, les championnats du monde, il faut en faire beaucoup pour pouvoir un jour postuler à des résultats réguliers. Évidemment, on peut toujours faire une performance sur une année, une pêche qui convient, mais en général, ça demande beaucoup d'expérience parce que c'est quelque chose de très particulier. Il y a beaucoup de travail à faire en amont, sur le renseignement, sur le parcours évidemment, puisque par définition en général on voyage à l'étranger, mais ensuite surtout bien gérer la semaine d'entraînement parce que ça dure 5 jours, ça paraît long mais en fait c'est très très rapide parce que vous vous entraînez qu'une seule journée par secteur. Donc ça veut dire que ce secteur A par exemple qui est complètement éloigné des secteurs B, C, D, E, vous avez qu'une seule journée pour comprendre comment il faut pêcher ici. Donc c'est pas du tout évident, en particulier ici où vous avez ces phénomènes de marée, de salinité. On en a beaucoup parlé pendant tout le week-end. Donc forcément, c'est pas en 5 jours que vous pouvez maîtriser parfaitement ce genre de choses. C'est aussi pas trop une surprise de voir que les Néerlandais, les Hollandais maîtrisent ce genre de pêche. Hein. Forcément, eux, les canaux et les phénomènes de marée, ils connaissent. Hein. Mais
en Hollande, ils ont exactement ce type de pêche qu'ils pratiquent toute l'année, en particulier sur des brèmes. Donc c'est pas trop une surprise de les voir performants sur ce type de pêche. Sors-nous un monstre. Ah bah oui, oui. Hein, on demande que ça parce que j'ai pas réussi à vous filmer une seule carte pendant tout le week-end. Et aujourd'hui, je n'ai absolument pas vu sortir, même des mulets. Il y en a eu beaucoup moins qu'hier. Donc, a priori, aujourd'hui, on est vraiment principalement sur des pêches de brème. Et encore une fois, c'est la taille des brèmes qui va surtout faire la différence. Si vous avez suivi le début du reportage derrière les pêcheurs néerlandais, vous avez vu qu'ils ont quand même choisi une stratégie d'amersage de départ assez différente des Français. Pour moi, c'est une des leçons qu'on peut tirer de ce championnat du monde, c'est qu'on a tendance quand même en France à amorcer un peu trop au départ au feeder. Si vous comparez les Hollandais ce matin, comme je vous ai dit, le gars il a jeté 5, 6, 7, allez 7 maximum tout petit feeder avec uniquement de l'amorce, aucune èche. Alors que les Français ont utilisé des cannes spécifiques avec des gros feeders pour créer des coups, des points de fixation pour le poisson. Ça paraît logique quand on a une formation de pêche au coup, on fait de pêche à la grande canne, je veux dire. Évidemment, on fait un coup pour fixer le poisson et puis ensuite on essaye de les prendre sur cette zone. Au feeder, c'est un peu différent parce que vous avez la possibilité, quand vous amorcez pas comme ça au départ, comme font les Hollandais, de changer de distance de pêche à tout moment, puisque vous n'avez pas créé vraiment un coup avec un tas d'amorces. Vous avez juste mis 4-5 petits feeders, c'est à peine une poignée d'amorces à un endroit. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez toujours pêcher 1 mètre plus loin, 1 mètre à droite, 2 mètres plus court, peu importe. Vous reconstruisez un coup très très rapidement en pratiquant ce type de pêche. Alors il n'y a pas beaucoup d'activités, je regarde un peu autour, alors je vais vous montrer un peu aussi ce qui se passe par là, voilà. En tout cas là on est au plus près de l'action. On est là sur la fin de cette seconde manche, je le répète, derrière Manu Gouilleux. Alors je regarde un peu le matériel qu'il a monté. Comme je l'ai dit, rien de... Ah voilà, voilà, il nous fait un petit poisson en direct quand même. Bon, c'est pas un monstre, mais c'est une plaquette. Et vu la pêche, chaque poisson va compter. Alors, on va regarder ça un peu en silence. Je vais arrêter de casser les oreilles, laisser faire. Alors, vous voyez, il pêche aux 3/4 du canal, donc il faut le temps de le ramener. C'est là le plus délicat parce que, évidemment, il pêche en tresse. Il faut ramener le poisson sur 45 mètres à peu près. Aléatoire, ça dépend. La preuve que non, avec les 3 équipes hollandaises, Laurent a absolument raison, c'est pas du tout aléatoire. Pas du tout. Alors, une plaquette. Et voilà, elle est dedans. Alors bon, c'est pas un monstre, hein, mais c'est une plaquette. Combien? 150 points, je dirais. 150 points, un championnat du monde, des fois ça se joue à rien du tout. Bon là, encore une fois, les équipes françaises aujourd'hui ne jouent pas de médailles. Elles jouent surtout pour continuer à acquérir de l'expérience. C'est vraiment très très important. Même si vous réussissez une performance assez décevante finalement au championnat du monde, c'est une expérience, c'est de l'expérience. Ça fait déjà 2 championnats du monde pour la Gaule lanoise, 2 championnats du monde pour le Team Feeder Compétition Rodez. Ça c'est très très précieux, ça veut dire que année après année, ils vont acquérir cette expérience, ils sauront comment on prépare un championnat du monde, à la fois depuis la France, mais aussi une fois au bord de l'eau, comment gérer un entraînement et comment se préparer au mieux. Encore une fois, ils sont confrontés à des équipes qui, elles, ont participé le plus souvent à beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup d'équipes ici qui ont des pêcheurs internationaux, pas forcément au feeder d'ailleurs. Vous avez des équipes où il y a des pêcheurs au coup. On a vu avec Ferruccio Gaba
pour l'équipe italienne, bon, il n'a jamais fait un championnat feeder. En revanche, il a fait des dizaines et des dizaines de championnats du monde coup en championnat d'Europe, en club, aux nations. Donc forcément, il sait comment on prépare un championnat du monde. Dire, les bases restent les mêmes, c'est la technique qui change. Mais comme dit toujours Jan van Schendel, je le prends toujours en référence, il dit les poissons ne voient pas la canne que vous avez entre les mains. Donc, que vous pêchiez au feeder, à la grande canne ou à l'anglaise, c'est la même chose. C'est le pêcheur qui fait la différence, pas le matériel. La tactique, c'est très important à un championnat du monde. Et je pense que ce week-end, c'est là-dessus que les Hollandais auront fait la différence, si c'est eux qui l'emportent. On n'est pas assuré encore du résultat, bien entendu. Avec 43 équipes, on peut avoir des surprises d'une équipe aujourd'hui qui réalise un score parfait avec 5 points et qui remporte tout. Mais bon, a priori, aux infos qu'on peut avoir au bord de l'eau, c'est pas le cas. Et donc les Hollandais, pour moi, de ce que j'ai vu, j'insiste beaucoup, c'est d'abord au niveau de l'amorce, une amorce plutôt beige claire, voire un peu jaunâtre, assez riche et collante, d'après ce que j'ai vu, puisque la façon dont ils les pressent dans le feeder, ils n'ont pas beaucoup besoin d'appuyer beaucoup pour que ça tienne très très bien. Et quand on voit l'impact du feeder en surface, on voit absolument aucun nuage et aucune particule sortir. Donc ça veut dire que c'est une amorce assez collante, peut-être comme ils le font souvent, mouiller le soir à l'avance pour que ça travaille pas trop. Après, ils avaient de la terre de Somme, mais je pense qu'ils n'ont jamais quasiment mélangé cette terre de Somme à l'amorce. Ils l'ont utilisé éventuellement de temps à autre dans le feeder seul pour créer un nuage, un appel de poisson quand il y a vraiment un trou. Surtout donc au niveau de l'amorçage de départ, ils ont mis quasiment rien, 6 ou 7 tout petits feeders, donc ça représente, je sais pas, mais même pas une poignée d'amorce. Donc en fait, il n'y a pas d'amorçage de départ. Il y a 10 minutes pendant lesquelles en fait ils lancent quasiment au même rythme, alors un rythme peut-être un tout petit peu plus soutenu qu'en action de pêche, mais en fait ils pratiquent dès le départ une pêche au rappel. Je pense que ça a été une des clés aussi de leur réussite. Et c'est l'un des points que j'avais souligné tout à l'heure qui fait à mon avis la différence au niveau de l'approche de la pêche au feeder par rapport aux pêcheurs français qui ont tendance à vouloir absolument faire un coup avec une canne spécifique, un gros feeder pour créer un point de fixation. Il faut qu'on arrive à un petit peu se dégager de cette façon de penser qui est quand même issue directement de la pêche à la grande canne. La création d'un coup, d'un point de fixation, bon, c'est évidemment beaucoup pratiqué en pêche à la grande canne, que ce soit en jetant des boules à la main ou à la coupelle. En revanche, le feeder, ça demande un petit peu une autre philosophie. Déjà, la manche dure 5 heures, donc ça laisse beaucoup plus de temps pour créer des coups différents, des points de fixation, sans mettre des grandes quantités d'amorce. En fait, on fait réagir très rapidement le poisson sur des petites quantités d'amorce et d'appât. Donc je pense que c'est l'une des leçons qu'on devrait pouvoir tirer de ce championnat du monde. Il y en aura forcément d'autres. On continuera à aller à la pêche au renseignement auprès des pêcheurs néerlandais à la fin de la manche. Forcément, les gens parlent beaucoup plus après un championnat, surtout quand ils ont gagné, qu'avant. C'est un peu logique. Et puis, on relayera tout ça soit sur la page Facebook, soit dans de futurs articles, comme on a pu faire avec Walter Lens, après le Belge Walter Lens, le capitaine de l'équipe de Belgique, après leur victoire à Rieux. On est allé le voir à la fin du championnat du monde. Je l'ai contacté, je lui ai dit écoutez, d'abord chapeau pour votre performance, et puis on voudrait bien comprendre ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on aille faire un reportage en Belgique? Et je me suis rendu en Belgique où j'ai pu parler avec lui, tactique, stratégie, et on a publié un article dans lequel on a bien expliqué quelle était la stratégie des Belges, ce qui leur avait permis de remporter le titre mondial, non seulement par équipe, mais aussi en individuel chez nous à Rieux. Alors d'ailleurs, à ce propos, je rappelle que le championnat du monde des nations feeder aura lieu finalement en octobre en Belgique. Alors cette fois-ci, ce sera à nous de nous rendre en Belgique, on essaiera de leur rendre l'appareil d'ailleurs, mais c'est un lac qui se trouve
en fait à la frontière avec la Belgique et les Pays-Bas. J'ai eu l'occasion d'en parler avec un coach des Pays-Bas. Il m'a dit que c'était un parcours magnifique avec beaucoup de poissons. En revanche, c'est un parcours naturel, c'est un lac avec des berges et des fonds très variables, donc assez irréguliers. Mais enfin, on aura bien l'occasion d'en reparler. Les Belges d'ailleurs n'ont pas réussi une très belle performance ici. Je suis assez surpris parce que la plupart des pêcheurs belges de l'équipe Preston, en particulier l'équipe de Walter Lance, sont des pêcheurs flamands qui pratiquent dans 90% des cas en fait aux Pays-Bas. Donc ils ont les mêmes méthodes de pêche, les mêmes philosophies, les mêmes stratégies que les Néerlandais. Donc je suis assez surpris de ne pas les voir jouer les premiers rôles ici. En revanche, comme je l'avais dit, je suis pas trop surpris par la contre-performance relative des équipes anglaises. Je crois même qu'il y en a une qui est dans les 5 dernières. Tout simplement, ça nous montre encore une fois qu'un championnat du monde de pêche, ça demande avant tout beaucoup d'expérience parce que vous vous retrouvez dans des conditions de pêche que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Et en particulier les Anglais qui pratiquent beaucoup en fisheries, avec des pêches au pelé, au maïs, voire au pâté de jambon sur des F1 ou des carpes, d'un seul coup se retrouver face à des plaquettes à prendre au verre de vase dans un canal où il y a des variations de niveau, de salinité, qu'il faut prendre des mulets, etc. Forcément, c'est très dépaysant pour ces pêcheurs qui sont pourtant d'excellents pêcheurs en Angleterre. Hein. Ne nous méprenons pas, c'est pas parce qu'ils réussissent pas ici que c'était une équipe archi mauvaise anglaise. C'est une très très bonne. Les deux sont de très bonnes équipes anglaises. Il y a une équipe Preston, une équipe Trenan qui domine son sujet dans leur pays. Mais quand vous vous retrouvez propulsé dans des conditions de pêche inhabituelles, eh ben c'est difficile si vous n'avez pas l'expérience. On avait déjà vu ça même à Rieux. Hein. À Rieux, souvenez-vous, l'équipe d'Angleterre, qui était pourtant parmi les favorites, n'avait pas réussi un très bon résultat alors qu'elle était composée de pêcheurs immenses, hein, comme Steve Ringer, Phil Ringer, Lee Carey et Co, que vous connaissez sûrement forcément si vous êtes un adepte des réseaux sociaux. Alors voilà, hein, c'est sympathique, Manu nous refait un petit poisson. Avoir la canne, je pense que c'est vraiment une toute petite plaquette à nouveau. Non, ah non, il n'y a rien. Ou alors ça s'est décroché en cours de route. Alors vous voyez qui pêche. Je répète parce que j'ai eu plusieurs fois. Alors j'ai eu plusieurs questions sur les montages. Les montages, je répète, au championnat du monde, il y a des limitations qui font qu'on est obligé d'utiliser des montages coulissants. Alors du coup, les pêcheurs utilisent quasiment exclusivement deux types de montage. Le montage coulissant à plat, c'est-à-dire que votre feeder est monté sur une perle coulissante toute simple, voilà, donc sur le corps de ligne, soit sur la tête de ligne, soit sur la tresse directe, enfin bref, rien de bien compliqué. Ensuite, en dessous, en général, on met une spirale de nylon pour un peu écarter le bas de ligne du feeder et éviter les emmêlements, voire un petit bout de power gum, mais ici j'ai pas vu beaucoup de gens mettre du power gum. Les seuls que j'ai vu utiliser ça, c'est quelques pêcheurs italiens. Ou alors le deuxième montage qu'on utilise en général dans des championnats du monde, c'est un montage exactement le même mais avec une potence. Voilà, là c'est le signal des 5 minutes, c'est bien ça? Oui, donc il nous reste 5 minutes. Allez, 5 minutes pour nous prendre un gros poisson, là ce serait sympa. Un peu de suspense là, un joli mulet par exemple, le truc qui est quand même difficile à ramener et puis surtout à mettre à l'épuisette, ça ferait un peu de spectacle pour terminer ce championnat du monde. On y croit, il faut y croire jusqu'à la dernière seconde dans un championnat du monde, tout peut arriver jusqu'à la dernière minute. Donc je disais à propos des montages, le deuxième montage type c'est le même montage en fait avec une perle qui coulisse sur le corps de ligne, sauf qu'on ajoute une petite potence, en général entre 3, 5 voire 7 cm, qui permet d'avoir un montage un peu plus souple sur des poissons qui sont un peu tatillons, à commencer par les plaquettes, voire les gardons, mais principalement pour les pêches de brème et de plaquettes, c'est un poisson quand même
qui mord pas de la même façon qu'un gardon. Le gardon est plus agressif, hein, quand il aspire, c'est un poisson mobile qui est assez agressif à la touche, alors que la brème est plutôt un poisson de fond qui suçote lèche, en particulier les vers de vase, ils adorent les suçoter, vous ramenez juste la peau et vous avez à peine vu une touche. Donc il faut utiliser des sillons super fins et des montages sensibles, donc de la tresse et puis un montage sur potence. J'ai eu aussi tout à l'heure des questions à propos de pourquoi les Hollandais sont favorisés parce qu'ils ont 3 équipes. Alors c'est tout simple, c'est un changement du règlement de la Fédération internationale depuis cette année. Toutes les nations ont le droit désormais à 2 équipes. Donc évidemment les Français et les autres ont inscrit 2 équipes. Alors c'est pas obligé, hein, il y a des nations qui ont une seule équipe. Faut-il avoir 2 équipes qui ont les moyens financiers pour venir déjà participer à un championnat du monde? C'est un investissement important. Alors, les Hollandais, pourquoi ils en ont 3? C'est simplement parce qu'ils ont aussi l'équipe championne du monde en titre. Désormais, l'équipe championne du monde en titre est automatiquement qualifiée pour l'année suivante. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai bien l'impression qu'on va finir sur une prise de Manu. Juste pour le spectacle, ça c'est sympa. Allez, on y croit, oui, là cette fois-ci, c'est sûr qu'il y a un poisson au bout. Vu la façon de ramener, vous voyez, il pompe doucement. L'important avec de la tresse, c'est surtout pas de laisser du mou. C'est un peu comme à la pêche au cou. Et puis d'avoir une canne pas trop raide, évidemment, parce que la tresse, le gros avantage, c'est la transmission de la touche. En revanche, ça n'a pas du tout d'élasticité. Donc quand le poisson met un coup de tête, si jamais il est piqué au bord, il risque de se décrocher. Voilà, il reste 2 minutes. Là, son coach vient de le prévenir. 2 minutes et il nous prend un dernier poisson. Ah, ça fait plaisir. Alors, c'est pas un monstre encore, c'est à peu près la même taille, hein, et une centaine de grammes. Une centaine de grammes. Mais tout à l'heure, vous verrez que 100 grammes, je prends les paris qu'à 100 grammes près, ça va lui permettre de peut-être de gagner une place, voire 2. On verra. En tout cas, on va faire, comme je l'ai dit, la pesée de toute cette seconde partie du secteur A, en commençant par le numéro 23, qui sera Jérôme Douchès, donc l'autre pêcheur français. Comme ça, on aura les 2 pêcheurs français en pesée. Pas de jaloux. Alors, je vous demanderai de collaborer comme vous avez fait parfaitement hier, c'est-à-dire que moi, je vais suivre la pesée. J'annoncerai ou je montrerai le tableau des résultats de chaque pesée. En revanche, je ne pourrai pas faire le classement au fur et à mesure. Alors bon, il y aura les coachs autour de nous qui vont tout noter, mais enfin, c'est plus sympa de vous faire participer. Il faut bien que vous bossiez un petit peu aussi, vous. Donc, moi, j'annoncerai les scores, et puis ce sera à vous de faire le classement du numéro 23 au 43. Comme ça, vous pourrez être les premiers à savoir quel est le classement des Français dans ce secteur A. Voilà. Ah, je vois que la famille suit de près ce qui se passe ici. C'est bien, ça fait plaisir. Vous avez été très très nombreux pendant tout le week-end. Ce qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est de voir que il y a beaucoup de supporters indépendamment des clubs. La plupart des Français, ils sont derrière les 2 clubs français. Alors attention, parce que là, il y a un pêcheur à gauche qui est en train de tirer comme un malade. Il est en train de ramener un poisson. Il reste a priori moins d'1 minute. Est-ce qu'il va le prendre derrière, là-bas? Oui. Ah mince, il va le choper. Ah, et il a réussi. Bravo à lui quand même. Il a réussi. Ah c'était limite, hein, et à 10 secondes près. Et puis en plus, elle est pas vilaine. Je pense qu'elle fait plutôt dans les 200 points, sa brème, à notre voisin là, malheureusement. Donc un grand bravo à tous les pêcheurs en tout cas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vous donne rendez-vous tout à l'heure, hein. Je vais couper la retransmission et je vais la reprendre. Je ne sais pas dans combien de temps, parce que l'organisation est un peu aléatoire, pour être honnête. Mais normalement, ça ne devrait pas être trop long avant que commence la pesée de ce sous-secteur du 23 au 43. Et on va suivre tout ça de très près. Donc je vous dis à tout à l'heure. Restez connectés et surveillez dès qu'on commence le live, c'est qu'on commence la pesée de ce secteur A. En tout cas, bravo Manu. Merci à vous. À tout à l'heure.